voilà comment expliquer l'infrastructure qui a été déployée sur AWS et comment présenter quelques codes. L'objectif, c'est surtout de bien expliquer comment se passent les choses déjà sur un schéma. Donc, ici, sur cette diapositive que je présente ici, euh, j'ai représenté l'infrastructure qui va être déployée sur AWS. Je représente ici mon poste de travail avec les différents fichiers qui ont l'extension TF qui vont être appliqués avec la technologie Terraform. Un Terraform, c'est un logiciel qui permet de faire de l'infrastructure as code, c'est-à-dire qui permet d'automatiser le déploiement d'une infrastructure comme celle-ci. Ici, j'ai représenté OVH, dans lequel a été acquis un nom de domaine, samouratis.net, pour qu'on puisse mettre le TLS SSL en œuvre pour pouvoir sécuriser les connexions HTTP. Donc, l'infrastructure qu'on va déployer est représentée ici, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre en place la haute redondance pour les serveurs Apache. On voit ici deux instances EC2, ce sont des machines virtuelles sur AWS de type T2.micro, ça veut dire qu'ils ont une capacité de 1 gigaoctet, une CPU, jusqu'à 30 Go de disque dur, mais ce sont des capacités qui peuvent être augmentées très rapidement sur AWS en utilisant Terraform. De plus, on voit que ces deux instances vont être en relation avec un load balancer d'application qui est ici. Ce load balancer d'application, son rôle, ça va tout simplement être de recevoir les requêtes HTTPS de clients distants. Et les requêtes HTTPS vont être réparties sur ces deux serveurs Apache. Donc ça va permettre de pouvoir avoir de la haute redondance et également de la continuité de service. Alors, pour que ça puisse se mettre en œuvre, il faut sur AWS créer ce qu'on appelle un groupe cible. Un groupe cible, c'est vers lui que les requêtes HTTPS vont être relayées à partir du load balancer. Ça veut dire que quand une requête HTTPS provient d'un client distant, cette requête HTTPS est ayant reçu au niveau du load balancer ici, et elle va être envoyée vers le groupe cible qui est ici. Et ce groupe cible, c'est lui qui va être chargé de pouvoir relayer ces requêtes vers les serveurs Apache. Alors pour que le load balancer puisse faire ça, il y a un composant qu'on appelle un écouteur qui va être paramétré sur ce load balancer. Et cet écouteur, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute tout simplement les requêtes HTTPS. Il les écoute et dès qu'il en reçoit une, il sait qu'il faut qu'il les envoie au groupe cible. Alors, ce qui est important également de bien comprendre, c'est que cette infrastructure dans laquelle on voit un groupe cible avec deux instances qui lui sont affectées, eh bien, cette infrastructure, elle sera en action, c'est-à-dire qu'elle sera effective qu'à partir de l'instant où le groupe cible il aura eu la confirmation que les instances, les serveurs web qui sont ici, les instances qui sont ici, sont en bonne santé et en état de fonctionnement. Alors pour ça, ce qui se passe, c'est que le groupe cible qui est ici va s'assurer que le serveur web est bien en fonctionnement. Ensuite, ce qui est représenté sur cette diapositive, on voit que on a créé deux bases de données RDS. Alors ces bases de données RDS, ce sont tout simplement des bases de données MySQL. Et
l'avantage de RDS, c'est que RDS permet de faire de la haute disponibilité avec les bases de données MySQL. C'est-à-dire que RDS va fonctionner en mode actif-passif. Ici, on voit qu'on a deux instances RDS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner en mode actif-passif? Ça veut dire que les requêtes qui vont être en provenance des serveurs web Apache qui sont ici, vers la base de données MySQL, eh bien, ces requêtes ne vont s'adresser qu'à un seul serveur RDS qui, lui, sera actif à un instant donné. Mais si ce serveur RDS tombe en panne, eh bien, il va être hors d'état de service. Et ce qui va se passer, c'est que c'est cette autre base de données, cet autre serveur RDS qui, lui, va rentrer en action. Alors de plus, on voit sur cette diapositive qu'il y a un certain nombre d'autres composants qui ont été définis. Il y a d'abord des groupes de sécurité, c'est des pare-feux. Ici, on a un premier groupe de sécurité qui a été défini, indiquant que seul le port 3306 va être ouvert vers les serveurs RDS en entrée, ça va être les règles en entrée, et ce port 3306 n'accepte ce pare-feu, ce groupe de sécurité n'accepte des requêtes qu'à partir des serveurs Apache. Donc ça permet bien évidemment de pouvoir sécuriser nos serveurs MySQL qui n'accepteront aucune autre requête en provenance d'un autre endroit que les serveurs web Apache. On a mis un autre pare-feu, un autre groupe de sécurité à ce niveau-là, et ce groupe de sécurité il va être affecté tout simplement aux serveurs web qui sont ici. C'est-à-dire que chacun de ces serveurs web va se voir affecter les règles de ce groupe de sécurité. C'est-à-dire que vers ces serveurs web, on a ouvert uniquement les ports 22 qui permet de faire du SSH, les ports 443 qui permet de faire de l'HTTPS et le port 80 qui permet d'autoriser les requêtes HTTP. On a ouvert uniquement ces ports-là, mais qu'à partir du load balancer ou à partir du bastion. Bastion, on va en parler dans quelques instants. Ce qui fait que ces serveurs web Apache ne sont absolument pas accessibles de l'extérieur. Donc ça augmente encore la sécurité mise en place. On a créé un autre groupe de sécurité ici. Ce groupe de sécurité-là, c'est un groupe de sécurité sur lequel on a autorisé les ports 443, les ports 80 et les ports 22 vers le load balancer. Donc le load balancer sera accessible via HTTPS quand la sécurité est mise en place. Au début, on a autorisé le port 80 pour des raisons de test, pour qu'on puisse constater que via HTTP, on accède bien à l'infrastructure via le load balancer. Et le port 22 qui permet de tout simplement accéder en SSH, alors pas au load balancer, mais au bastion. Alors le bastion, qu'est-ce que c'est? Le bastion, c'est un composant, c'est un composant de AWS qui va permettre de pouvoir sécuriser encore plus les connexions vers les instances Apache ou le RDS, puisque son objectif, lui, c'est qu'il va avoir la possibilité d'être accédé à distance à partir de ce poste de travail en SSH, c'est-à-dire qu'en SSH, on pourra se connecter sur ce bastion, et c'est uniquement à partir de ce bastion qu'on pourra se connecter en SSH vers le serveur T2 Micro ou cet autre serveur-là, puisque on peut avoir des opérations à réaliser sur ces serveurs-là, et à partir de ces serveurs-là, des opérations à réaliser vers le RDS. Donc ça augmente la sécurité que de mettre le bastion en place. À côté de cela, on a ici une passerelle. Alors d'abord, il y a des sous-réseaux qui ont été créés. Ici, il y a un sous-réseau public. Alors avant les sous-réseaux, on voit d'abord qu'on a un VPC ici. Un VPC, Virtual Private Cloud, c'est une sorte de réseau privé
qui a pour adresse CIDR 10.0.0.0/16. Dans ce VPC, on a créé des sous-réseaux. D'abord, il y a un sous-réseau public. Alors, public, ça permet tout simplement aux composants, en particulier Bastion et ALB que l'on définit ici, de se voir affecter des adresses IP publiques qui seront accessibles à partir de clients distants. Donc ce sous-réseau public, il a pour adresse IP 10.0.1.0/24. Mais ici, on voit que pour ce load balancer, il y a un autre composant qui a été défini, c'est une IP élastique, c'est-à-dire que cette IP élastique, c'est une IP fixe qui a été affectée à ce load balancer. Pourquoi? Tout simplement pour que ce load balancer soit accessible à distance. À distance, et toujours en conservant la même adresse IP statique. C'est une adresse IP, l'IP élastique, qui ne change jamais. Par contre, si on n'avait pas fait ça, dès qu'on éteint le load balancer ou on le rallume, une autre adresse IP va lui être affectée, ce qui va nous poser des problèmes pour pouvoir y accéder via une adresse DNS. De plus, on a donc des sous-réseaux privés qui ont été définis également. Donc il y a un premier sous-réseau privé 10.0.2.0/24 dans lequel on a disposé les instances, l'instance T2 micro et la base de données RDS, et un autre sous-réseau privé dans lequel on a disposé les instances Apache et RDS. On voit également, pour que le load balancer et pour que le Bastion puisse accéder à Internet, il y a une passerelle, une Internet Gateway qui a été créée ici. Cette Internet Gateway permet aux composants du sous-réseau public de pouvoir accéder à Internet. Alors, comment ils font cela? Tout simplement grâce à une table de routage. Et dans cette table de routage a été affectée au sous-réseau public qui est ici. Et dans cette table de routage, on indique que pour pouvoir accéder à Internet, c'est-à-dire à la route par défaut, c'est-à-dire pour pouvoir accéder à 0.0.0.0/0, c'est ce qu'on appelle une route par défaut. Et pour pouvoir accéder, on passe par l'Internet Gateway. Ce qui fait que quand le load balancer qui est ici ou le Bastion qui est ici veulent envoyer des résultats vers un client distant, ils consultent la table de routage. Comme il y a une route par défaut, alors qu'est-ce que c'est qu'une route par défaut? C'est tout simplement une route qui est définie vers une adresse distante qui ne fait pas partie de ce réseau-là. Les éléments qui sont ici qui devront emprunter juste la passerelle Internet puisqu'ils sont affectés d'adresses IP publiques. Donc, les adresses publiques peuvent voyager sur Internet. Pour que les machines qui soient ici, en particulier les T2 micro, parce que les T2 micro qui sont là, doivent pouvoir accéder à Internet, du moins en sortie. Ça, c'est important. Pour pouvoir récupérer, par exemple, des informations quand on va installer le serveur web Apache. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Une autre table de routage a été créée. Cette table de routage, elle possède une route par défaut, 0.0.0.0/0, et elle pointe vers une NAT Gateway. Alors, pourquoi ces machines qui sont dans un réseau privé pointent vers la NAT Gateway? Parce que comme leurs adresses IP sont privées, c'est des adresses IP qui ne peuvent pas voyager sur Internet, et donc il faut qu'on fasse de la translation d'adresses, c'est-à-dire que les requêtes à partir de ces machines qui doivent aller sur Internet, par exemple pour pouvoir installer des logiciels là-dessus, s'adressent à la NAT Gateway. La NAT Gateway va tout simplement remplacer les adresses privées de ces serveurs Apache par son adresse à elle, et hop, la requête va pouvoir être reliée via l'Internet Gateway qui est ici. Voilà donc
comment se présente globalement notre réseau. Alors de plus, notre infrastructure qu'on va déployer. Alors de plus, AWS, il faut définir la région dans laquelle on travaille. Donc ici, la région qui a été définie, c'est EU-Ouest-3. Donc, cette architecture a été configurée entièrement avec un logiciel Terraform. Pour ça, il y a un certain nombre de fichiers qui ont été créés. On a d'abord le fichier des variables, le fichier variable.tf, dans lequel sont définies des variables concernant l'adresse du réseau, la région dans laquelle on veut travailler, etc. Provider.tf, c'est un premier fichier qui va permettre de récupérer un driver afin que Terraform puisse communiquer avec cette API. API, c'est une interface de programmation d'application, c'est-à-dire que Terraform, à chaque fois, quand il va envoyer des requêtes pour créer cette infrastructure, il passe par cette API, et cette API, c'est elle qui va procéder à la création de cette infrastructure en fonction des instructions Terraform. On a le fichier network.tf, dans lequel, dans ce fichier-là, sont définis tous les éléments du réseau. Ça veut dire, c'est dans ce fichier network.tf que l'on définit le VPC, que l'on définit les sous-réseaux, que les sous-réseaux que l'on voit ici, que l'on définit les tables de routage, que l'on définit le gateway Internet et que l'on définit la NAT gateway qui est ici. Le fichier instance.tf, lui, va contenir le code pour pouvoir créer les deux instances qui sont ici, T2 micro pour Apache. Le fichier rds.tf, lui, c'est lui qui va créer les deux bases de données RDS qui sont ici. Le fichier alb.tf, lui, il va contenir les instructions qui vont permettre de créer le load balancer. Le fichier cert.tf, lui, il va permettre de pouvoir générer un certificat avec un composant qui s'appelle ACM sur AWS. Et ce certificat, eh bien, lui, c'est lui qui va permettre la connexion en HTTPS, c'est-à-dire qui va permettre de mettre en place le protocole TLS-SSL sur le load balancer. Alors, comment ça va s'organiser? Grâce à ce fichier cert.tf, un certificat pourrait être généré, qui va être affecté au load balancer qui est ici. Un nom de domaine aurait pu être acheté sur AWS. Ici, on en a plutôt utilisé un que l'on possédait déjà sur OVH. Donc, ce nom de domaine, samouratis.net. Donc, il faudra récupérer un enregistrement DNS que va nous fournir le composant ACM et cet enregistrement DNS de type CNEM, donc de type alias, on va aller l'enregistrer dans la zone DNS sur notre OVH. Alors pourquoi on fait ça? C'est tout simplement une preuve qu'on est bien propriétaire de ce nom de domaine-là. À partir de là, on pourra donc, avec HTTPS, samouratis.net, pouvoir envoyer des requêtes vers notre domaine qui est ici, et grâce à cet enregistrement de type CNEM, ces requêtes vont être redirigées vers le load balancer sur lequel le certificat de sécurité aura été installé. On voit également qu'on a donc le fichier output.tf. Alors le fichier output.tf, lui, ce qu'il fait, c'est-à-dire quand toute l'infrastructure aura été générée par l'ensemble des codes qu'on voit ici, eh bien ce fichier output.tf, il va permettre d'afficher l'adresse du load balancer, comme ça on l'a directement, on peut donc se connecter au load balancer et à notre infrastructure, et il va permettre d'afficher également le certificat au moment donc où on va en avoir besoin. On voit également qu'il y a un fichier qui s'appelle clé.ssh.pem. Alors ce fichier clé.ssh.pem,
C'est un fichier qui a été, c'est tout simplement une clé SSH qui a été générée sur AWS et qui va permettre de pouvoir se connecter au Bastion, ici en SSH. On a 3 commandes qui sont utilisées pour pouvoir appliquer l'ensemble de ces instructions. Terraform init qui va permettre d'initialiser le répertoire où vont se trouver ces fichiers de configuration, et en particulier de pouvoir récupérer le provider. Terraform apply pour voir un petit peu tout ce qui va se passer dans l'infrastructure, et Terraform apply pour pouvoir appliquer l'infrastructure. On va aller voir maintenant un ou deux quelques éléments de code pour voir comment tout ça a été réalisé. Alors, une fois que cette partie présentation est terminée, là, donc je continue. Maintenant que je vous ai montré l'infrastructure que je vais construire, comment elle va être créée avec Terraform, eh bien, maintenant, on va voir quelques éléments de code. Alors, dans un premier temps, j'ai installé Terraform et AWS CLI. L'installation de Terraform se fait avec cette commande qu'on récupère sur le site de Terraform. Et l'installation de AWS CLI qui va permettre d'envoyer qui va permettre de configurer les informations qui vont permettre à Terraform de se connecter à AWS va se faire avec cette commande-là, et c'est une recherche sur Internet que j'ai effectuée. Ensuite, et là, bon, là je m'arrête, c'est pour vous parler à vous. C'est-à-dire que dans la vidéo, on voit comment on crée un utilisateur de type IAM et comment avec cet utilisateur IAM on configure AWS. Donc là, vous pouvez faire un screenshot de l'écran pour créer le rôle IAM, ensuite avec AWS configure pour saisir les clés d'accès et les identifiants. Donc ça, on peut faire ça là-dessus, un petit screenshot. Et pour les codes, maintenant je vais vous faire montrer quelques codes qui vont permettre d'illustrer le fonctionnement de Terraform en général pour pouvoir créer cette infrastructure. Ici, j'ai représenté deux fichiers, des extraits du fichier variable.tf. Alors dans ce fichier variable.tf, c'est là où je vais définir toutes les variables. Et là, j'en ai représenté deux. J'ai représenté la variable AWS région qui va me permettre de définir la région dans laquelle je vais travailler sur AWS, comme je l'ai fait montrer tout à l'heure. Ensuite, il y a une autre variable que j'ai définie, instance type, et cette variable instance type va permettre de définir le type d'instance machine virtuelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui va être créée sur AWS. Et ce fichier variable possède bien évidemment d'autres variables qui sont définies à l'exemple de celle-ci. Il y a le fichier provider.tf qui va permettre d'initialiser le répertoire et d'installer le driver, qui se présente comme suit, donc provider AWS, et puis là, donc région, est égal à var, c'est-à-dire que je fais référence à ce fichier des variables, point AWS région, et je fais référence à cette variable AWS région. Ça veut dire que ici, la région va être égale à EU-West3. Donc là, déjà, sur ce petit diapo, comme vous le voyez, on voit en fin de compte comment, à partir d'un fichier, on peut faire référence à des variables dans le fichier variable.tf, et c'est le même principe pour les autres fichiers. Ensuite, pour enfin terminer d'illustrer un petit peu comment les codes fonctionnent, là j'ai choisi de vous représenter une partie du fichier network.tf dans lequel j'ai pu définir toutes les infrastructures du réseau, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans la précédente, quand je vous ai présenté l'architecture. Et donc, dans ce fichier, alors ce qu'on voit par exemple, ici j'ai défini la ressource AWS VPC qui va me permettre de créer le VPC. Donc cette ressource, elle s'appelle main VPC. Alors ça, cette ressource-là, c'est ce qui va permettre à Terraform de pouvoir communiquer avec l'API AWS pour créer
le VPC. Ici, CIDR bloc est égal à var, donc ça veut dire que je fais référence au fichier des variables, .vpc underscore CIDR, je fais référence au fichier des variables dans lequel j'ai défini l'adresse réseau du VPC, comme je l'ai fait montrer dans le schéma de tout à l'heure. Ici, j'active le DNS pour que je puisse attribuer une adresse DNS à, à mes instances. Et ici, j'active une autre propriété, le nom d'hôte de DNS. Ici, ça me permet de définir, je définis une autre ressources pour pouvoir créer les groupes de sécurité, comme je l'ai fait montrer tout à l'heure sur l'infrastructure. Cette ressource, je lui donne le nom WebSG. Elle va avoir, ce groupe de sécurité va s'appeler WebSG. Il sera dans le VPC. VPC ID est égal à AWS VPC.main underscore VPC. C'est-à-dire que ça, AWS VPC, je fais référence au VPC que j'ai défini ici, awsvpc.mainVPC. C'est-à-dire que ça me permet de dire que ce groupe de sécurité va être défini dans ce VPC qui est défini au-dessus. Donc là, on voit comment on définit les choses dans Terraform. On définit une ressource qui est le VPC ici, et à partir d'une autre ressource, le groupe de sécurité, je peux faire référence à la ressource définie plus haut. Ici, voici comment je définis les règles de sécurité. Ici, pour permettre par exemple la connexion SSH, je définis le port qui va être autorisé, tout simplement dans ce groupe de sécurité, le protocole. Et ici, je définis tout simplement donc le groupe de sécurité auquel va appartenir cette règle-là. Ici, je définis... c'est le même ici, donc là, en fin de compte, je me suis arrêté là. Alors, attendez, parce que là, il faut que je stoppe pour que j'ajoute juste un petit bout de code ici. Hop, voilà. Et donc, ici, toujours dans le fichier network.tf, dans lequel j'ai défini toutes les ressources réseau, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici, je définis, toujours dans le même fichier, c'est toujours la continuation de ce fichier, je définis une autre ressource qui va être une ressource de type gateway. Donc cette ressource, je lui donne le nom IGW, donc c'est la gateway, la passerelle. J'indique dans quel VPC cette gateway va être définie, et on voit donc que le VPC est égal à AWS underscore VPC, c'est le VPC que j'ai défini ici, plus haut, point main underscore VPC, on le voit ici. Voilà, donc ça veut dire que cette gateway va être définie dans ce VPC. Tout simplement, là c'est un tag, c'est une information qui va me permettre de pouvoir identifier les ressources dans AWS. Voilà pour vous expliquer un peu le principe de ces fichiers. Tous les autres fichiers sont sur le même principe. Et une fois donc l'ensemble de ces fichiers sont définis, j'utilise la commande terraform init qui va permettre d'initialiser le répertoire où il y a donc l'infrastructure que je vais créer. Terraform plan pour voir un petit peu ce que va faire ce code Terraform, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas véritablement de création d'infra à ce niveau-là sur AWS, et Terraform apply pour appliquer. Voilà. Et puis là, si vous voulez, vous pouvez lancer votre Terraform init, faire un screenshot de ce qui se passe. Voilà. Et c'est terminé. Là, c'est comme ça que vous présentez uniquement une autre partie de code, par exemple celle-là. Voilà, donc là, je vais vous présenter une partie des codes que j'ai réalisés pour expliquer le principe de fonctionnement des codes que nous avons mis en place. D'abord, il y a un fichier variable.tf dans lequel j'ai défini un ensemble de variables. J'en représente que deux ici. Une variable qui s'appelle AWS Région, qui me permet de définir la région dans laquelle va être créée l'infrastructure sur AWS. Une autre variable qui s'appelle instance type, dans lequel va être défini
l'instance qui va être créée avec Terraform sur AWS. Donc ensuite, ici, j'ai le fichier provider.tf. Il y a une seule ressource qui s'appelle AWS dans lequel, à cette ressource-là, cette ressource, on définit une propriété qui s'appelle région. Et cette propriété qui s'appelle région, elle pointe sur la propriété var, donc qui est dans le fichier des variables, hein, c'est-à-dire c'est ça que veut dire var, ça veut dire on va sur le fichier des variables, point AWS région, c'est-à-dire qu'elle fait référence à cette ressource-là. Ça veut dire que c'est EU-West3. Et ce fichier provider.tf, c'est lui qui va permettre d'initialiser le répertoire où on va créer, où on va lancer Terraform avec ces fichiers qui vont permettre de créer l'infrastructure. Ensuite, ici, je vais vous présenter le fichier instance.tf, du moins une partie de ce fichier, qui m'a permis de créer des instances, le bastion, comme on a vu tout à l'heure, que je vous ai présenté sur la diapositive d'infrastructure, et plus les instances Apache. Alors, je vais vous présenter une petite partie du code. Ici, par exemple, pour le bastion, comment j'ai procédé, j'ai créé une ressource de type AWS Instance qui se nomme Bastion. J'ai utilisé une image, ça c'est un code d'image, c'est-à-dire l'image qui va être l'image du système d'exploitation. C'est le système d'exploitation Ubuntu, c'est ce qu'on appelle une AMI. Hein. Et cette image, cette idée d'image, j'ai été la récupérer sur AWS. Et c'est cette image-là qui va me permettre de créer le serveur qui fera office de bastion. Alors j'ai expliqué ce que c'était que le bastion dans l'infra de tout à l'heure. Le type d'instance qui va être utilisé, je fais référence au fichier var, des variables qu'on a vu tout à l'heure, le voilà. Et dans ce fichier des variables, il y a instance type qui a été défini, qui est égal à T2 micro. Donc c'est ce qui va se passer ici, c'est-à-dire que instance type va être égal à var.instance type, donc c'est T2 micro. Donc ça permet de comprendre comment avec Terraform on fait référence, un fichier fait référence à d'autres éléments d'un autre fichier. Ici je définis le sous-réseau, sous-réseau dans lequel le bastion va être créé. Donc AWS Subnet, c'est une ressource qui est définie plus loin dans le fichier. Hein, point subnet ID1. Donc ça, c'est une ressource définie plus loin dans le fichier où j'ai défini le sous-réseau public. Hein, donc ça veut dire que cette instance bastion sera dans un sous-réseau public. La clé SSH qui va être utilisée pour pouvoir me connecter en SSH au bastion qui va être créé sur AWS, comme on l'a vu dans la présentation de tout à l'heure. Et c'est la clé SSH hein, qu'on a expliqué tout à l'heure. Le groupe de sécurité auquel va être affecté ce bastion, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'infrastructure. Et voilà, donc ce groupe de sécurité, AWS Security Group .bastion_sg, ça c'est une ressource qui est définie plus loin dans le fichier. Ensuite, toujours pour compléter ce fichier, instance, donc une dernière peut-être description hein, sur le même principe. Pour définir les instances Apache, voilà, je définis la ressource AWS Instance, le nom de l'instance. Pour l'AMI, c'est l'idée de l'image qui va être Ubuntu qui va permettre système d'exploitation qui va être installé sur l'instance C2. Instance type, donc même chose, je fais référence au type d'instance défini dans le fichier des variables. Le sous-réseau privé auquel va appartenir mon instance. Alors cette clé SSH ici, par contre, on va la supprimer parce qu'elle n'a pas lieu d'être, hein, puisque... Ah si, il faut la mettre. Alors la clé SSH qui permettra de se connecter à cette instance à partir du bastion, hein, puisque c'est à partir du bastion qu'on pourra s'y connecter. Le groupe de sécurité auquel va appartenir mon instance Apache. Et là, bon, du code qui va être exécuté au démarrage de l'instance pour installer le serveur HTTP. Voilà pour présenter quelques fichiers du code. Les autres codes sont construits sur le même principe. Et voilà comment je procède pour appliquer tout ça. Terraform init pour initialiser
le répertoire d'installation et installer le driver. Terraform Plan pour pouvoir voir ce que va faire ce code sans l'appliquer réellement. Et Terraform Apply pour l'appliquer. Alors, pour une autre personne, donc elle pourrait décrire les codes comme ça. Donc voilà, je vais vous décrire quelques-uns des codes Terraform que nous avons réalisés pour comprendre le principe de fonctionnement de Terraform avec AWS. Ici, dans le fichier des variables, je vous présente, j'ai défini deux variables, la variable AWS région, alors, qui va permettre de définir la région dans laquelle l'infrastructure va être créée, EU-West-3, la variable instance type qui va définir le type d'instance qui va être utilisé pour les différentes instances qu'on va créer sur AWS. Et ici, j'ai le fichier provider.tf qui va permettre, lorsqu'on va faire un Terraform init, de pouvoir initialiser le, le répertoire dans lequel j'ai créé ces fichiers-là avec le driver qui va me permettre à Terraform de communiquer avec l'API AWS. Et donc là, je définis une propriété région qui, en fin de compte, fait référence à ce qui est défini dans le fichier des variables, var AWS région, ça veut dire que c'est EU-West3 qui est ici. Donc c'est très intéressant de comprendre cette relation qu'il y a dans Terraform entre des fichiers. On peut faire référence à une variable définie dans un autre fichier. Ensuite, ici, j'ai choisi de vous faire montrer comment j'ai défini la base de données RDS. Alors, premièrement, je définis le groupe de sous-réseau pour l'instance RDS. Donc, pour ça, j'ai défini la ressource suivante, AWS DB Subnet Group. Donc, ça, c'est un mot-clé, bien évidemment, de l'API AWS. C'est comme ça qu'on référence les ressources sur AWS. Voici le nom de cette ressource, de ce groupe de sécurité, RDS Subnet Group. Le nom de ce sous-réseau, ce sera RDS Subnet Group. Et ici, je définis les différents sous-réseaux dans lequel il va y avoir mes instances RDS qui vont être créées, puisqu'il va y avoir deux instances RDS qui vont être créées, une dans un premier sous-réseau, AWS Subnet Private Subnet underscore 1, qui a été défini dans le fichier network.tf, donc c'est une ressource définie dans un autre fichier, puisqu'on a vu qu'on pouvait référencer des ressources définies dans un autre fichier. Et voici le deuxième sous-réseau, dans lequel sera créée la deuxième instance RDS. Comme ça permettra d'avoir deux instances, comme je l'ai expliqué, dans le schéma d'infrastructure que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, voilà comment je définis mon instance RDS, puisque ça, c'est juste pour définir le groupe de sous-réseaux dans lequel il va y avoir ces instances. Mais voilà comment je définis mes instances RDS. Donc, ressource AWS DB instance pour définir une ressource RDS. Donc, je lui donne un nom, RDS MySQL. Là, je définis comment dirais-je, la taille du stockage qui va être autorisé pour chacune des instances. Le moteur qui va être utilisé, moteur de base de données, c'est MySQL qui va être utilisé pour RDS, puisqu'on peut utiliser d'autres types de moteurs. Le type d'instance qui va être utilisé, donc c'est db.t3.micro, donc sur la documentation de AWS, est indiqué la taille du processeur et toutes les caractéristiques de ce type d'instance. Le nom de la base de données qui va être créée, c'est la base de données gestion, le nom de l'utilisateur qui va avoir accès à la base de données, le mot de passe qui lui est défini dans le fichier variable. Alors je ne l'ai pas fait montrer tout à l'heure, mais c'est dans le fichier variable, on voit qu'ici c'est var, db. Multi-AZ égale through pour dire que j'active le multizone pour la redondance, puisqu'il y aura deux bases de données, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.
Le groupe de sécurité auquel va appartenir ces bases de données, ça, c'est des ressources qui sont définies dans le fichier network.tf. Les sous-réseaux auxquels vont appartenir ces instances, même chose, ça, ce sont des éléments qui sont définis dans le fichier network.tf. Et ici, des propriétés pour dire que il n'y aura pas de snapshot final lors de la suppression, au cas où je supprime les bases de données, donc il n'y a pas de sauvegarde en termes de snapshot. Et puis, elle ne sera pas accessible publiquement, elle sera privée pour des raisons de sécurité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et les autres codes sont définis sur le même modèle. Et ensuite, pour pouvoir lancer tout ça, hein, il faut que je fasse donc les commandes Terraform init, Terraform apply, réexpliquer comme j'ai expliqué dans les autres diapos.